Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce jeudi, les chantiers navals STX de Saint-Nazaire nationalisés, décision rare et inattendue. Coût de cette acquisition, 80 millions d'euros. Objectif, garantir les 7000 emplois des chantiers et préserver un savoir-faire français. Nous retrouverons Julien Gasparuto à l'Élysée. L'incendie de Bormes-les-Mimosas dans le Var en passe d'être maîtrisé ce soir. Le feu est fixé, les personnes évacuées ont pu rejoindre leur maison ou leur camping. Nous ferons le point sur la situation avec Jocelyn Debroux sur place. Les dégâts sont importants dans le sud-est et encore 7000 hectares de forêt brûlées. 6000 pompiers mobilisés de jour comme de nuit. Dans ce journal, premier bilan de ces 4 jours d'incendie dévastateurs. Fnac Darty passe sous pavillon allemand. La famille Pinault cède sa participation au groupe Métro. Une page se tourne pour ces 2 enseignes historiques. Enfin, direction la Roque d'Enterron dans les coulisses de son célèbre festival de piano. Les plus grands solistes du monde entier y participent chaque année. Voilà plusieurs jours que le ton montait entre la France et l'Italie. Faute d'accord, l'Élysée a tranché. Les chantiers navals STX de Saint-Nazaire vont être nationalisés temporairement. L'État fait jouer son droit de préemption. Il va racheter toutes les parts, une forme de garantie pour l'avenir de ces 7000 emplois. Sophie Lançon. Ces chantiers de Saint-Nazaire ne passeront pas sous le pavillon italien de Fincantieri. Décision rarissime, le ministre de l'économie choisit de nationaliser temporairement STX, sans jamais prononcer le mot nationalisation. La décision de préemption que nous venons de prendre est une décision temporaire. Elle doit nous donner le temps de négocier dans les meilleures conditions possibles la participation de Fincantieri au chantier naval de Saint-Nazaire. Après la faillite de son actionnaire sud-coréen, STX s'était retrouvé en difficulté. Seul candidat à la reprise, son grand rival, Fincantieri. Le précédent gouvernement avait trouvé un accord avec l'Italien. L'entreprise, aidée par des investisseurs, devait posséder 55% des chantiers de Saint-Nazaire. Les actionnaires français, eux, restaient minoritaires. Mais Emmanuel Macron craint des suppressions d'emplois et des pertes de savoir-faire. Il exige un nouvel accord où chacun détiendrait 50% du capital. Les syndicats sur place sont partagés. À partir du moment où on est majoritaire, on peut prendre les décisions que l'on souhaite sans demander l'avis de personne. Et donc je pense que les chantiers, Bruno Le Maire l'a dit, sont suffisamment stratégiques et il ne faudrait pas qu'il en soit fait n'importe quoi. On avait posé des exigences qui avaient été pour une grande part acceptées par Fincantieri et sur lesquelles il y avait des engagements fermes. Il ne faut surtout pas, pour la CFE-CGC, que ça effondre le château de cartes qu'on avait pu obtenir auparavant. La direction de STX prend acte de la décision, mais regrette un nouveau délai fâcheux. Le ministre italien de l'économie dénonce, lui, une décision grave et incompréhensible. Bruno Le Maire doit se rendre à Rome mardi pour poursuivre les négociations. Côté français, les réactions sur l'ensemble de l'échiquier politique sont globalement unanimes. De la France insoumise aux Républicains, on salue cette décision assez inattendue de la part d'Emmanuel Macron. On en parle tout de suite avec Julien Gasparuto en direct de l'Élysée. Julien, comment expliquer cette initiative ? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron n'avait pas le choix de faire autrement. Le président de la République a toujours dit qu'il souhaitait préserver les intérêts français dans cette affaire en renégociant l'accord passé avec les Italiens. Les négociations ont échoué et le seul moyen de conserver les chantiers navals sous pavillon français, c'était donc de nationaliser. Emmanuel Macron s'en serait bien passé. Jamais durant la campagne, il n'a évoqué le souhait de nationaliser des entreprises, bien au contraire. Et d'ailleurs, en ce moment même, le gouvernement s'affaire à vendre 10 milliards d'euros d'actifs publics pour renflouer les caisses de l'État. Alors ce soir, dans l'entourage du chef de l'État, on tempère cette décision en rappelant que c'est une nationalisation temporaire, le temps de parvenir à un nouvel accord. Il n'empêche, la symbolique est bien là et cette opération restera malgré tout comme la première grande décision industrielle du président Macron. Merci beaucoup Julien. Voilà 4 jours qu'ils sont en première ligne, sans répit, nuit et jour dans le sud-est de la France. 6000 pompiers sont mobilisés pour lutter contre le feu, contre la fatigue aussi, mais ils n'ont pas le choix. Même si la plupart des incendies sont en passe d'être maîtrisés ce soir, il faut tenir, comme nous allons le voir dans ce reportage à Bormes-les-Mimosas de Jocelyn Debroux et Alex Goary. Dans le ciel varois, ils font face au tout dernier départ de feu à bord de leurs avions bombardiers d'eau.
Mais le combat se gagne aussi au sol, mètre par mètre, avec les lances à incendie. Certains pompiers entament ici leur 5e jour d'affilée. Les hommes commencent à être fatigués. On y est depuis quand même ce matin, on a très peu dormi, dans des conditions pas toujours faciles et puis voilà, c'est pas simple. Il y a une reprise au-dessus de nous, il nous faudrait complément de... Mais les soldats du feu ne sont pas vraiment du genre à se plaindre. Sur cette colline voisine, c'est ce buisson qui vient de prendre feu. 10 mètres, là j'y suis là. Ces hommes sont obligés d'ajouter des rallonges manuellement avant d'attaquer les flammes. On espère qu'on va en arriver à bout, oui. Faut voir qu'il n'y ait pas de reprise au niveau du vent et pas de reprise sur le terrain. En milieu d'après-midi, le feu est fixé et certains pompiers, épuisés, prennent enfin quelques instants de répit après des heures passées au contact des flammes. La peur, elle est toujours là. Après, c'est à nous de faire en sorte de la réduire, quoi, mais elle est toujours là. Après, ça fait partie du jeu, de toute façon. Ça fait partie du jeu. Le maire de Bormes-les-Mimosas est venu en personne pour saluer un à un ceux qu'il considère comme des héros. C'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie. C'est toute la ville de Bormes qui vous remercie. Parce que, croyez-moi, vous avez fait du bon boulot. On a un tel beau village. Alors, ce que je souhaite, c'est que vous reveniez après en vacances un peu à Bormes. Hein. Ce soir, plusieurs centaines de pompiers restent sur le qui-vive en cas de nouveau départ de feu. Et grâce au travail des pompiers, le soulagement des habitants et des vacanciers, toujours à Bormes-les-Mimosas, les autorités ont donné leur feu vert cet après-midi. Ils ont pu regagner leur maison et leur camping après une seconde nuit dans des centres d'accueil ou sur les plages. Charlotte Gillard, Victoria Rouxel et Vivien Charrère. Après 2 jours passés dans ce gymnase, l'annonce sonne comme une délivrance pour tous les vacanciers. Campéole, CCAS, vous avez le droit de retourner dans votre centre. Cette famille originaire de Cholet va pouvoir retrouver son bungalow. On a été très bien pris en charge par la municipalité, par la protection civile. Enfin, on n'a jamais eu ni faim ni soif et finalement très en sécurité. Aux portes du camping, une longue file de véhicules, des touristes impatients de retrouver un peu de confort. Chacun, il faut qu'il arrive à faciliter. Là, tu reviens au camping, t'es content? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je pense prendre une douche et aller à la piscine. Finalement, la famille Poupard relativise. L'incendie n'aura pas trop gâché les vacances. Nous, on était en fin de vacances. Il y a des gens qui sont en début de vacances, donc après, peut-être ils vont pas profiter des vacances de la même manière. Hein. D'autres n'ont pas attendu le feu vert des autorités pour regagner leur maison, pressés de constater les dégâts. Les pompiers ont vraiment bien travaillé puisqu'ils ont réussi à arrêter le feu juste à la limite de notre maison. Comme vous voyez, ça fume encore un petit peu. On est en train d'arroser après tout ce feu. Arrosage et déboisage, Mathieu de Troya a préféré se prémunir au plus vite d'une reprise d'incendie. Car avec la sécheresse, le risque est bien là. Dans la maison voisine, son frère a vu son jardin s'embraser en quelques instants. Nous, ça a brûlé ici. Et en fait, tous les pins, ils brûlent en 5 secondes. Quoi. En 5 secondes, on passe de il n'y a pas de flamme à il y a 40 mètres de flamme. Ce soir, le feu est fixé à Bormes-les-Mimosas. Mais les autorités appellent toujours habitants et vacanciers à la plus grande vigilance. Et au-delà des images, les chiffres, le bilan de cette semaine infernale est lourd. Pas de morts, mais des blessés dans les rangs des pompiers. Plus de 7000 hectares de végétation partis en fumée depuis lundi en Corse et dans le sud-est. 4 jours de feux dévastateurs et des questions quant aux origines de ces incendies. Stéphanie Desjardins. Un départ de feu toutes les 10 minutes au plus fort de la crise. Cette semaine, les pompiers ont dû lutter contre une dizaine d'incendies virulents et quasi concomitants. Une semaine de crise majeure. Le bilan humain aurait pu être très lourd. Jusqu'à 6000 pompiers ont été engagés sur les opérations. Grâce à eux et aux évacuations, aucune victime n'est à déplorer, mais une trentaine de pompiers ont été légèrement blessés au feu. C'est dans un volant de blessures légères, presque bénignes. Et j'avoue que je suis très content de ce bilan parce qu'on ne s'en sort pas si souvent avec un bilan aussi positif. Le bilan environnemental est en revanche beaucoup plus lourd.
En témoignent ces vues aériennes des collines de Bigoulia en Haute-Corse. Des terres noires et des arbres calcinés, et cela un peu partout dans le sud-est. 1850 hectares brûlés à Artigues dans le Var, 1800 à Bigoulia en Corse, 1450 à Bormes-les-Mimosas. Ces 4 derniers jours, 7350 hectares ont brûlé, contre 12 000 pour toute l'année 2016. Avec des conséquences écologiques parfois dramatiques, comme dans cette forêt littorale protégée, où 500 hectares de pins parasols ont été détruits. Des sujets qui ont 20, 30, 40, 50 ans, voire 60 ans sur certains arbres qui reviendront ou nous reviendront peut-être jamais dans le futur. Les origines de ces sinistres à répétition sont pour la plupart encore inconnues. À ce stade, aucune piste criminelle n'est avérée. Mais dans les Bouches-du-Rhône, 3 personnes sont gardées à vue. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans des départs de feu. Et on retrouve Jocelyne Debroux en direct de Bormes-les-Mimosas dans le Var. Alors peut-on s'attendre à une accalmie ou est-ce qu'il y a encore des risques pour les jours à venir, Jocelyne ? Bonsoir Virna, eh bien ce qu'on peut dire déjà c'est que ce soir les incendies sont sous contrôle ici dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, mais pour autant comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien la mission des sapeurs-pompiers n'est pas terminée. Ceux-ci viennent de Meurthe-et-Moselle et ils ont débuté des missions de surveillance. La prudence reste de mise ici du côté des autorités, notamment pour 2 raisons principales. La première, eh bien c'est le vent qui avait faibli dans un premier temps ce matin et qui pourrait repartir de plus belle dès demain matin avec des rafales qui risquent d'atteindre plus de 80 km/h. L'autre inquiétude, c'est la même depuis le début de l'été, c'est cette sécheresse qui rend les terres particulièrement propices aux incendies. Donc vous le voyez, eh bien les autorités recommandent la plus grande prudence. D'ailleurs, de très nombreux massifs dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var, sont ce soir toujours fermés au public. Merci beaucoup Jocelyne pour ces précisions et vous pouvez suivre l'évolution dans le sud-est de la France sur le site internet ou l'application France Info. 120 emplois sauvés ou la liquidation. Choix difficile pour les 277 salariés de l'équipementier creusois GMES. Le seul repreneur potentiel est allé à leur rencontre aujourd'hui à la Souterraine avec un objectif, les convaincre d'adhérer à son projet. Le tribunal de commerce se prononcera lundi. Julien Bigard avec Victor Frédéric et Jean-Jacques Buty. Il arrive dans l'usine, attendu, mitraillé par les photographes. Pourtant, Alain Martineau n'est pas accueilli comme le Messie. Le candidat à la reprise de GMES ne veut garder que 120 emplois sur les 277. D'abord un peu perdu, il entre ensuite au milieu de l'arène, face aux salariés. J'aimerais mieux qu'on soit considérés comme des gens qui venons sauver 120 emplois plutôt que des gens qui venons provoquer 150 licenciements. Très vite, des voix s'élèvent pour s'en prendre aux repreneurs. Il y a 150 et quelques personnes qui vont rester sur le carreau. Alors tous les gens qui sont passés et qui ont fait 0 plan de reprise, vous les considérez comment? Puis, le ton monte. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez. Vous me faites des reproches. Non mais je vais vous dire ce qu'on veut, nous ce qu'on veut, c'est sauver notre boîte. Ça fait 30 ans qu'on est là, pour la majorité. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum d'emplois de gardés. Et ceux qui partent dans la dignité, avec une supralégale. Voilà ce qu'on demande. C'est simple. Est-ce que vous êtes capable de la donner? Moi, je ne donnerai pas de supralégale, monsieur. Moi, je suis un industriel. Je viens pour faire de l'industrie. Inflexible, il répond aux critiques pendant 1 heure. À la sortie, Alain Martineau tente de positiver. Ils se disent, il y en a un sur 2 qui ne va pas être pris, donc qui sait comment, c'est le stress, quoi. Vous attendiez à ce genre d'accueil Oui, bien sûr, oui. Mais vous aviez dit que vous vouliez quand même l'adhésion des salariés avant de reprendre. reprendre. Oui, ils ne l'ont pas donné franchement là, mais ça va venir, il faut les laisser réfléchir un petit peu. Il était venu chercher le soutien des salariés, son discours n'a pas convaincu. M. Martineau, s'il veut reprendre l'entreprise, il reprend l'entreprise. Et on ne peut pas adhérer à un projet où on met 157 salariés sur le carreau. Les salariés s'en remettent désormais au tribunal de commerce, qui rendra sa décision lundi. Un nouveau chapitre dans l'histoire de Fnac Darty. La famille Pinault a décidé de sortir du capital. Elle cède sa participation à un groupe allemand. 2 fleurons français ancrés depuis des décennies dans le paysage économique du pays. Élodie Bessin-Besseria et Marie-Pierre de Gors. Pour l'enseigne mythique, c'est une page qui se tourne. La famille Pinault cède ses parts dans la Fnac au leader allemand de l'électroménager S'Economie. Une icône nationale sous pavillon germanique, cela interpelle certains clients.
C'est désolant. Petit à petit, tout s'effrite comme ça en France. On a le problème avec les paquebots et l'Italie, on a le problème avec la FNAC et l'Allemagne. C'est grave. La France a beaucoup de culture, je trouve, et que ça reste français, c'est important. Qu'on ne perde pas notre identité. Fondée en 1954 par deux anciens militants d'extrême gauche, André Hessel et Max Théré, la FNAC avait rendu les produits culturels accessibles à tous. Aux mains de la famille Pinault depuis 23 ans, elle avait été fragilisée ces dernières années par l'achat de disques et de livres en ligne, avant de rebondir et même de racheter une autre grande marque populaire, Darty, l'an dernier. Ces deux enseignes forment aujourd'hui un géant français au chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros, de quoi séduire outre-Rhin. Ce nouvel ensemble devient beaucoup plus fort face aux marques. D'une part, pour améliorer les conditions d'achat, notamment dans un marché où les marges pour les distributeurs sont globalement relativement faibles. Et d'autre part, pour mieux travailler avec les marques et faire face à la concurrence d'Internet. L'opération convainc également les salariés qui voient là un gage d'avenir. Aujourd'hui, c'est donc un commerçant qui prend une participation à la FNAC, donc quelqu'un qui fait le même métier que nous, sur les mêmes familles de produits, ou presque, à la différence du livre et du disque. Et aujourd'hui, c'est très essentiel pour nous d'être associés, d'être renforcés dans ces activités-là en Europe et particulièrement en France. La transaction doit être finalisée fin août. Pour la famille Pinault, c'est une sortie définitive du secteur de la distribution et un recentrage sur le luxe. C'est son dernier été. À la fin des vacances, Anne Baer va se rendre en Belgique pour mettre un terme à sa vie. Atteinte de la maladie de Charcot, cette habitante de Charente-Maritime avait interpellé tous les candidats à la présidentielle sur l'euthanasie. Récemment encore, elle s'est entretenue avec la ministre de la Santé pour pouvoir mourir en France. En vain. Cécile Laronce, Tanguy Squazec et Marc Millet. Anne Baer mène un combat. Cette femme de 59 ans est atteinte de la maladie de Charcot. La maladie la prive peu à peu de l'usage de ses membres. Il n'existe aucun traitement. Elle a pris sa décision. Elle ira en Belgique pour mourir quand les souffrances lui rendront la vie impossible. Si je suis en situation de maladie inguérissable, de phase terminale, de souffrance psychologique ou physique insupportable, sans être dépressif, tout ça c'est dans le cadre de la loi belge, je demande à bénéficier de l'euthanasie. Cette mère de famille avait interpellé les candidats à la présidentielle pour faire évoluer la loi Leonetti. Son entretien la semaine dernière avec la ministre de la Santé lui a retiré tout espoir. Je ne souhaite pas ouvrir ce débat aujourd'hui, c'est parce que la loi Claes et Leonetti, qui permet en fait une sédation profonde et prolongée pour les personnes souffrantes en fin de vie, a été votée il y a un an et demi. Il faut qu'elle se déploie déjà et que l'on voit si elle répond aux besoins des familles, des patients en fin de vie et des soignants. Anne Baer reçoit de nombreux témoignages de soutien. Tous dénoncent l'hypocrisie de la loi française. La France ne doit pas se laver les mains de ça et s'en remettre en disant la Belgique œuvrera ou la Suisse œuvrera pour eux. Vous rendez-vous compte quand même que des politiques puissent penser ça? C'est comme ça se faisait pour l'avortement quand les Françaises allaient se faire avorter en Angleterre. Le sujet divise la société française. Anne Baer espère convaincre le plus de gens possible dans son livre qui sortira cet automne. Un mot de sport avec de la natation et le bronze pour un Français au championnat du monde à Budapest. Mehdi Metella a terminé à la 3e place du 100 mètres nage libre. Et c'est l'Américain Caleb Dressel qui s'est imposé. Au cœur de l'été, les festivals battent leur plein. Malgré les menaces d'attentats, la fréquentation est bonne dans les grandes villes, mais aussi dans les villages. Exemple au festival de piano de la Roque d'Enterron dans les Bouches-du-Rhône, le plus célèbre au monde. 80 000 spectateurs au rendez-vous. Nathalie Ether et Georges Pinol nous emmènent côté coulisses. Sur scène, 90 musiciens et un pianiste soliste. Au programme ce soir-là, Rachmaninoff dans toute sa splendeur. Nous sommes à la Roque d'Enterron, qui accueille chaque été les plus grands noms du piano. Ce festival est né il y a 37 ans. Nous vous emmenons ce soir à la rencontre de celles et ceux qui d'année en année le font grandir. 9h du matin. À la Roque d'Enterron, les plus matinales, ce sont les cigales.
petit à petit arrivent les premiers bénévoles. Alors ok, je t'attends dans les environs, je vais récupérer les clés des Algeco déjà. Marilène est retraitée. Sa mission, s'occuper de tous les musiciens, veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. On la surnomme la nounou des artistes. Ces bouteilles, celles-ci vont aller dans les Algeco, il y a des petits frigos. Ce sont des salles de répétition aussi. C'est dans cet immense parc qu'a lieu le festival. Marilène est là depuis le tout début. Les loges, les bâtiments, tout ça, ça a été fait petit à petit. Parce qu'au départ, on est parti vraiment sur un truc de folie, sans savoir du tout où on allait. Hein. Ce matin-là, dans l'Algeco, c'est Boris Berezovski qui répète. Salut, tu vas bien? Très bien. Je t'apporte un peu d'eau, quand même, j'ai pitié de toi. Ce pianiste russe vient chaque année et Marilène, il la connaît très bien. Comment vous pourriez parler d'elle? C'est mon babouchka. Babouchka française. Un tracteur transportant un piano ailleurs, ce n'est pas courant. Ici, c'est tous les jours. En particulier le matin pour le rituel du choix de l'artiste. Voici la très belle scène, à ciel ouvert de la Roque d'Enterron. Et vous ne rêvez pas, on y voit bien 6 pianos à queue. Behzod Abdourahimov n'a que 27 ans, mais ce virtuose ouzbek se produit déjà dans le monde entier. Il dispose d'1 heure pour choisir le piano qui l'accompagnera durant le concert. Un moment privilégié. Non, pas pour Rachmaninov, mais il est magnifique. Chacun de ces pianos vaut au moins 100 000 €. Quant aux quelques notes égrenées par Behzod, elles sont juste sublimes. C'est définitivement celui-là. C'est le plus puissant. Pour jouer Rachmaninov, il faut de la puissance. Mais il a aussi un son magnifique. Surtout pour jouer 35 000 notes. Vous savez, quelqu'un s'est amusé à compter les notes de ce concerto. Eh bien, il y en a à peu près 35 000. Son métier d'accordeur, Denis de Winter l'exerce depuis plus de 50 ans. Une vraie passion qu'il met au service du festival. Nous sommes dans son atelier. Ce piano est celui qui a été choisi ce matin, mais à cause de la chaleur, il doit être réaccordé. Un des paramètres le plus important, c'est l'acoustique. C'est l'œuvre et c'est la façon que le pianiste s'exprime. Il y a 60 pianistes qui vont passer en un mois, qui vont passer ici dans mon atelier. 18h, retour du piano sur la scène. L'orchestre est arrivé, la répétition peut commencer. Pendant ce temps, Marilène fait le tour des loges. On nettoie les allées. Le public va bientôt arriver. Ce lieu est unique. Évidemment, il y a beaucoup de cigales ici, mais bon, quand on arrive sur scène, on oublie tout. Les spectateurs arrivent peu à peu, et comme chaque soir, ils seront près de 2000. Ultime réglage de Denis. Côté jardin, les musiciens se préparent à monter sur scène, et c'est parti pour 1 heure de pur bonheur. Concerto numéro 3 en ré mineur de Rachmaninov. C'est qu'on les savoure, ces 35 000 notes. Et à la fin, comme tous les soirs, c'est l'ovation. Chaque été, le festival de la Roque d'Enterron accueille plus de 75 000 amoureux de musique et de piano. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis tout le sport. À 20h55, votre téléfilm Double Enquête, le Grand Soir 3 à minuit, présenté par Anne Bourse. Je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.